Mesdames, Messieurs, rebonjour et bienvenue à ce deuxième panel. Merci aux gens qui sont présents avec nous dans la salle et ceux qui nous suivent en diffusion simultanée. Mon nom est Audrey Laverdure, je suis conseillère en emploi à Place à l'emploi et je co-anime cet événement avec mon collègue et chargé de projet, Maxime Brault. Il est maintenant temps de passer à notre second panel, dont le thème est innover dans sa recherche d'emploi grâce aux médias sociaux. Nous vous informons que vous pourrez visionner le panel précédent à partir de maintenant sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Accueillons maintenant nos panélistes. Donc, nous avons Mélissa Desroches qui agit à titre de conseillère en dotation et en développement organisationnel pour le réseau de transport de Longueuil, qui compte plus de 1100 employés. Bonjour à tous. Nous avons ensuite Mme Roxane Bernier, qui occupe le poste de conseillère en acquisition de talent pour le groupe Robert, dont le siège social est situé à Boucherville, qui donne du travail à plus de 3300 employés dans ses différentes installations au Québec et en Ontario. Bonjour. Finalement, nous avons avec nous M. Philippe-André Brault, qui est conseiller en ressources humaines pour la Ville de Longueuil et qui compte plus de 3000 personnes. Bonjour à tous. Nous vous rappelons que vous pourrez émettre des commentaires sur la discussion live sur notre Facebook. Et notre collègue Stéphanie Hudon, ici présente, pourra nous relayer ces questions. Passons maintenant au vif du sujet avec une première question. Alors, ma première question. Est-ce que vous faites une recherche systématique sur les différentes plateformes que sont Google, Facebook et LinkedIn lorsque vous recevez des candidats? On se lance? On en a un petit peu parlé avant de venir devant vous. Nous, au niveau du réseau de transport de Longueuil, on fait de la recherche. On fait attention au profil Facebook. On va être honnête avec vous. Beaucoup d'informations personnelles qui circulent, qui pourraient générer une certaine interprétation d'un employeur qui recherche des candidats. On y va plus vers des plateformes de réseautage professionnel du genre LinkedIn. Et ce qu'on recherche à voir, ça va être l'adéquation des informations qu'on a sur le CV versus l'information sur le profil professionnel. À partir du moment où il y aurait une incohérence, là, c'est là que ça va nous soulever un certain questionnement. Donc, c'est plus ce qu'on va rechercher, les bonnes informations, l'exactitude des informations. Et tout ce qui concerne le Facebook, on laisse la vie privée en dehors de l'analyse qu'on fait à l'étape préliminaire au niveau des candidatures. Chez nous, chez Groupe Robert, c'est un petit peu la même chose. Systématiquement, il n'y a pas une recherche qui est faite sur les médias sociaux. Évidemment, pour certains postes administratifs, cadres, comme Mélissa disait, oui, on va aller sur LinkedIn, puis c'est tellement important que ça fonctionne avec le CV, sinon ça élève plein de soupçons. Donc ça, c'est vraiment très important. Et évidemment, c'est sûr que oui, parfois, que ce soit nous ou d'autres entreprises, on va voir les médias sociaux, que ce soit le Facebook, même les Instagram de nos candidats. Donc, ce que je peux donner comme conseil aux gens, c'est de vraiment bloquer le plus possible l'accès à leurs médias sociaux personnels. C'est le meilleur conseil que je peux donner, je pense, aux candidats. Pour continuer un peu sur cette question, première des choses, moi, je regarderais par rapport à vos références que vous donnez des fois dans un curriculum vitae ou lorsque vous signez une décharge de consentement, de vérification de vos antécédents professionnels. Ça, je pense que c'est une bonne étape aussi. Des fois, les gens ne prennent pas nécessairement le temps de vérifier ça. Donc, c'est complémentaire à ce que nous, on peut faire parce qu'on va faire des recherches, évidemment. Ce qui m'amène, dans le fond, à vous poser une question. Dans le fond, est-ce que vous vous êtes déjà googlé? Donc, pas nécessairement sur Facebook, savoir ce qui se passe. En fait, Google, c'est un ensemble, un engin de recherche qui va rechercher à travers tous les sites Internet, donc que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram et compagnie. Donc, c'est quelque chose qui est très important aussi de savoir qu'est-ce qui va ressortir à votre sujet. Donc, ça, il faut se poser cette question-là parce que si nous, on prend le temps de le faire, si vous ne prenez pas le temps de le faire, puis que vous avez des mauvaises surprises, bien évidemment, c'est sûr qu'on pourrait tomber sur ces mauvaises surprises-là également. Est-ce qu'il y a un profil, disons pas un profil, mais c'est-à-dire une démarche plus systématique que vous faites ou selon le type de poste, on va aller chercher soit plus en profondeur ou moins en profondeur ou aller voir certains médiums qui pourraient être davantage là, révélateurs ou il n'y a pas nécessairement là, de façon de faire apprécier?
Bien, je crois que tout dépend du type de poste à pourvoir au niveau d'une organisation. On en parlait tantôt un peu entre nous. Les postes un peu plus de métiers, du genre, nous, on embauche beaucoup des chauffeurs d'autobus, des mécaniciens, des carrossiers. Ce type de personnes-là sont peut-être pas nécessairement sur les réseaux pour démontrer toutes leurs compétences. C'est des gens qui sont un peu plus manuels, qui, eux, vont démontrer via un CV ou vont vouloir venir se vendre au niveau d'un employeur de façon totalement différente. Ça dépend vraiment du type à pourvoir, tandis que des postes plus spécialisés ou de la formation technique universitaire est requise, c'est peut-être des gens qui vont être un peu plus passifs sur un LinkedIn, mais ouverts à des opportunités d'emploi, ce qui, selon moi, génère des démarches totalement différentes au niveau du processus de sélection puis de la recherche de candidats. Je suis tout à fait d'accord avec Mélissa de mon côté. En fait, comme on disait tout à l'heure, pour certains postes, oui, on va s'attarder beaucoup à des réseaux un petit peu plus professionnels, justement, comme LinkedIn. Mais sinon, c'est pas systématique. Il y a une recherche qui est faite. C'est sûr que oui, Google est quand même un bon outil parce que des fois, ça peut être surprenant de se googler. Parce qu'il faut juste qu'on se rappelle, en fait, que tout ce qui est mis sur le web, tout ce qui est mis sur les médias sociaux, ça devient public. Donc, voilà. Et c'est sans compter aussi des logiciels maintenant qui existent avec le big data, dans le fond, qui est un terme qu'on entend beaucoup parler au niveau des ressources humaines. Comme Roxane le mentionnait, toutes les informations qu'on met sur le net peuvent se retrouver. Et il y a maintenant des programmes, je pense entre autres à Yetidu, rassurez-vous, c'est plus disponible maintenant grand public, mais avant, c'était un logiciel, dans le fond, qui permettait de rapatrier les informations et créer un profil, je dirais, rapiécé de plusieurs sites Internet. Donc, ça venait très, très facile pour des employeurs. Et ça, Yetidu, c'était principalement en France, mais j'ai été capable de l'utiliser également pour moi-même et peut-être également des fois pour des gens qui postulaient. Donc, mais c'est pas des pratiques qui sont très recommandées, je dirais, pour l'instant, parce que les normes sont en train vraiment de se créer à cet effet-là, donc dans le réseau des ressources humaines. OK. Est-ce que Facebook est un médium qui est pertinent pour la recherche d'emploi? Puis si oui, comment le chercheur d'emploi devrait l'utiliser à bon escient? Bien, moi, je suis toujours frileuse d'utiliser Facebook. C'est beaucoup d'informations. On va utiliser des profils pour communiquer avec nos amis, avec notre famille. Moi, je préfère pas m'embarquer dans la plateforme Facebook. Ça me met mal à l'aise personnellement d'avoir accès à ce niveau privé-là. Effectivement, Roxane l'a dit, on conseille fortement aux gens de le mettre sous scellé pour que ça demeure votre vie à vous. Mais moi, je fais aucune perte de temps à consulter ces médias-là parce que je veux pas embarquer au niveau personnel. Je l'ai dit tantôt, on pourrait facilement en arriver dans un pattern où on va avoir une perception peut-être biaisée d'un individu parce qu'elle a mis des photos d'un voyage ou elle a partagé certaines informations ou souvenirs. Moi, j'en demeure au niveau professionnel. Je cherche la cohérence des informations. Un CV, quand c'est porté à ma connaissance, devrait représenter ce qui apparaît sur un autre médium de réseau professionnel toujours. Donc, moi, je suis frileuse à la vie privée des gens. De mon côté, je pense que Facebook peut être utile plus pour les candidats que pour les employeurs parce que la plupart des entreprises ont maintenant des pages Facebook avec beaucoup de contenu et peuvent en apprendre beaucoup plus sur la culture de l'entreprise, sur la vie au sein de certaines entreprises. Donc, je pense que ça peut être beaucoup plus utile pour les candidats pour faire leurs recherches. Et avec le nouvel outil que Facebook a déployé en 2017, en fait, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises de mettre directement des offres d'emploi. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça peut être super utile pour les candidats, beaucoup plus que pour les employeurs. Pour finir, en fait, pour conclure, en fait, ce que Roxane disait, en fait, ça va servir aussi aux employeurs pour attirer, parce que je pense que ça peut démontrer, dans le fond, l'intérêt qu'on peut avoir à aller travailler pour une entreprise ou une autre. Par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise X qui a une page Facebook, mais qui ne l'entretient pas, qui n'a pas de contenu. C'est aussi bien de ne pas avoir de page Facebook à ce moment-là, puis essayer d'attirer tes candidats d'une autre façon, versus une autre entreprise du même domaine, l'entreprise Y, qui va mettre des photos de ses événements, des photos avec ses employés, des activités auxquelles ils vont participer. Donc, vraiment, pour attirer, je pense que ça peut être un très, très bon outil, mais ça va démontrer justement aux chercheurs d'emploi, il y en a des outils pour aller vous renseigner sur les différentes entreprises qui souhaitent embaucher. Donc, renseignez-vous, n'arrivez pas dans une entrevue sans avoir minimalement visité le site web, mais également les différents médiums qui sont là, donc les pages LinkedIn des entreprises, des pages Facebook et compagnie. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de voir comment l'entreprise rayonne dans la communauté.
Je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Ça m'a fait penser à un point super important. Les pages Facebook, donc les entreprises qui ont des pages Facebook, on peut les rejoindre par message. C'est sûr que certaines entreprises en reçoivent beaucoup, donc des fois, ça peut être difficile d'avoir une réponse rapidement. Nous, on en reçoit quand même pas mal aussi, mais on s'assure quand même de faire un suivi avec tout le monde. Je pense que ça peut être une belle façon de se démarquer si l'approche est bien faite. Ce qui est à peut-être ne pas faire, c'est peut-être d'écrire directement sur le profil privé du recruteur. Ça, on le voit des fois, on reçoit des demandes par l'application Messenger, en fait, de Facebook. Ça, c'est peut-être pas à faire nécessairement, mais d'approcher directement les pages entreprises, ça peut être un bon outil pour les candidats. D'une page, de votre page Facebook personnelle, mais si un candidat, par exemple, vous contactait via votre compte LinkedIn, seriez-vous ouvert? Pour ma part, oui, parce que c'est très différent vu que c'est vraiment un réseau professionnel et non personnel. Donc, c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Parfait. Est-ce que c'est important d'avoir un compte LinkedIn? Si je peux me lancer, je pense que oui. Il n'y a personne qui tire du négatif, dans le fond, à avoir un profil LinkedIn, qu'on soit menuisier, qu'on soit architecte, qu'on soit conseiller en ressources humaines. Tous les métiers peuvent se retrouver là. Ceci étant dit, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a un profil LinkedIn que les recruteurs vont venir nous chercher. C'est pas parce qu'un recruteur consulte notre page LinkedIn que nécessairement on va être embauché. Il faut pas se mettre un doigt dans l'œil non plus. Ceci étant dit, on gagne à être connu sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de gens qui y adhèrent. À LinkedIn, entre autres, ça a été une progression pas autant fulgurante que Facebook, parce que Facebook, c'était vraiment large public. Il n'y avait pas un but précis. C'était vraiment pour le réseau social, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, pour LinkedIn, c'est le réseau des professionnels et il y a de plus en plus de gens qui y gagnent. Donc, si jamais je faisais une recherche pour aller trouver un menuisier qui possède un DEP, justement, dans une école spécifique qui est de la région parce que je veux embaucher pas loin de l'école, par exemple, Pierre Dupuis, bien, à ce moment-là, ça pourrait valoir la peine pour moi d'aller faire une recherche, d'aller trouver des gens qui ont gradué à l'école Pierre Dupuis. Et c'est vraiment le gain que les personnes vont faire. Est-ce qu'on se tire dans le pied si on fait ça? Non, pas du tout. On se donne un outil de plus. Est-ce que les entreprises, ça va être la première façon qu'ils vont aller faire pour recruter des menuisiers? Je ne crois pas, mais je pense pas qu'il y a personne qui perd là-dedans. Et pour ce qui est des professionnels, ben, je pense que c'est j'allais dire une expression anglaise, mais je pense que c'est même pas un penser si bien, c'est une nécessité de s'afficher comme professionnel sur LinkedIn pour au moins se donner la chance que ce soit des headhunters, que ce soit des recruteurs dans les entreprises privées ou, dans mon cas, à la Ville de Longueuil, on en recherche à l'occasion des candidats. C'est pas vrai qu'on va faire de l'affichage sur tous les postes. Donc, quand on est capable d'avoir la perle rare à portée de quelques clics, je pense que ça peut valoir grandement la peine. Je m'en allais ajouter qu'il faut s'éclater à travers tous ces réseaux-là aussi. Il faut se laisser la chance, foncer à travers toutes les opportunités que nous offrent les médias sociaux. Avoir un compte LinkedIn, c'est pas nécessairement parce qu'on est à la recherche. On a des gens qui sont actifs à la recherche d'emploi, qui vont faire des démarches de recherche qui sont plus ciblées, plus spécifiques. La majorité des utilisateurs de ce type de médias-là sont des gens qui sont totalement passifs, qui sont par contre ouverts des fois à recevoir des opportunités de changement de carrière. Puis, on en parlait un petit peu tantôt, j'ai de plus en plus de nos employés qui vont se créer un compte LinkedIn tout simplement pour se coller à notre réseau, à notre profil d'entreprise pour nous suivre parce que c'est des gens qui sont engagés, qui sont mobilisés. Puis ça permet de créer un autre lien parce que nos employés, on ne les voit pas tous les jours, à toutes les heures de toute la journée. Donc, c'est parfois une façon de recevoir de l'information de façon tout simplement différente. Moi, je vous dis, éclatez-vous dans ces médias-là, puis ça peut toujours être utile de faire cette démarche-là. Je partage vraiment la même avis là, concernant LinkedIn. Je pense que c'est pas perdu, c'est un outil de plus si c'est bien fait. Encore une fois, s'il y a une concordance avec le CV, comme on disait tantôt, je pense qu'on fait bien de le répéter. Quand c'est bien fait, je pense que c'est un outil de plus. Ce qui peut être important aussi, c'est que des fois, comme Elissa disait, oui, on peut être pas nécessairement à la recherche, mais avoir un profil LinkedIn et on va recevoir, on va se faire approcher par des recruteurs. Ce qui est important, je pense que c'est de répondre, même si on n'a pas d'intérêt, parce que dans le futur, ça peut toujours être utile de garder des bons liens, maintenir des bonnes relations. Donc, c'est le conseil que je peux donner, là, ça serait ça. Je vais ajouter quelque chose. Faites attention à votre photo sur ce type de profil-là. On essaie de demeurer dans le décorum du professionnel. Donc, les photos en costume de bain, c'est peut-être pas bien mis sur ce type. Là, tantôt, je vous disais que j'étais frileuse pour le Facebook, mais si...
Ben, ouais, effectivement. Mon commentaire s'arrêtera là, mais il faut faire attention. C'est juste le petit signal que je vais envoyer parce qu'à partir du moment où vous embarquez sur un réseau professionnel, ben là, c'est sûr que vous ouvrez une porte quand vous montrez qui vous êtes, tout simplement. Et qu'est-ce qui est pire, de ne pas avoir de compte LinkedIn ou d'en avoir un, mais qui est très peu utilisé, très peu actif? Bien, je dirais, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Je reviens sur la cohérence de l'information. Si la personne ne le consulte pas, puis qu'il y a une incohérence avec l'information qu'on a sur le CV versus ce qui est représenté sur le profil, c'est là que ça risque de générer un questionnement de la part du chercheur d'emploi, tout simplement. Il risque d'avoir beaucoup moins j'ai encore un anglicisme, mais on va le dire, de match qui va se faire aussi. Pas Facebook, LinkedIn, pour un recruteur, dans le fond, on va faire des recherches par mots-clés. Je le disais tantôt avec un exemple, un DEP en menuiserie charpenterie. Si jamais la personne est un menuisier puis qu'il ne l'indique pas sur sa page, il y a très peu de chances que j'aille consulter sa page pour lui offrir quelque chose, ou du moins, à tout le moins aller voir, faire un courriel d'intérêt ou quelque chose comme ça. Donc, si on est pour en faire une, c'est un peu comme un CV, ça vaut la peine de s'investir et d'en monter une bonne, quitte à aller prendre des exemples. Je veux dire, c'est un réseau public, on peut aller voir ce que les autres font aussi. De notre domaine, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, donc il faut en tirer parti. Est-ce qu'il y a des éléments en particulier que vous allez observer? Parce que j'entends beaucoup l'adéquation avec le CV. Bon, il y a quand même d'autres outils aussi qui sont offerts par LinkedIn. Est-ce qu'il y a des outils particuliers qui devraient être, ou des sections en particulier qui devraient être utilisées par l'utilisateur là, pour se mettre en valeur peut-être de ce côté-là, en dehors là, de son historique peut-être? Ben, moi, je vais dire les compétences. Puis surtout, nous, ce qu'on recherche, c'est de respecter les critères d'emploi, donc de s'assurer d'avoir une bonne description des études qui sont faites. L'expérience professionnelle, c'est sûr que c'est intéressant, mais je pense de mettre les assises sur ses compétences puis ses habiletés, c'est des éléments qui sont importants. Sur LinkedIn, il y a un outil aussi de recommandation. Donc, on peut aller chercher des recommandations de personnes auprès de qui on a travaillé. Je pense que ça peut toujours agrémenter un petit peu le profil. Ça peut être intéressant aussi. Moi, personnellement, en tant que recruteur, je vais voir des fois les recommandations là, sur les pages des candidats que j'ai rencontrés. Je pense que ça peut être une belle outil, puis ça peut être une belle façon pour les personnes de se mettre en valeur facilement. J'abonde exactement dans le même sens. En fait, je n'aurais pas vraiment de commentaires à ajouter par rapport à ça. Quel est votre intérêt à utiliser les plateformes LinkedIn et ou Facebook pour diffuser vos offres d'emploi? Si je peux me permettre de commencer, en fait, je pense que c'est un outil à ne pas négliger en tant qu'entreprise parce que LinkedIn offre de multitudes d'outils, en fait, pour que ce soit aller cibler les gens directement qu'on veut par nos offres d'emploi, de là les mots-clés. Mais aussi, en fait, je pense que les entreprises ont tout à gagner là, à utiliser tous les médias sociaux, en fait, de les utiliser de la bonne façon. Les candidats doivent utiliser LinkedIn et les médias sociaux d'une bonne façon, mais je pense que les entreprises aussi. Mais nous, on l'utilise beaucoup. Puis il y a de plus en plus de contenu vidéo aussi parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent voir en 2017 et bientôt en 2018, beaucoup plus de contenu vidéo. Donc, je pense qu'en tant qu'entreprise, on a tout à gagner là, à l'utiliser de la bonne façon. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise qui n'utilise pas, qui a 14 personnes qui suivent l'entreprise, ben je ne penserais pas que ça vaille la peine à ce moment-là d'aller diffuser des offres d'emploi. Ils vont le faire d'une façon différente, que ce soit sur les sites d'affichage traditionnels ou encore par le bouche à oreille. Ils vont finir par recruter de toute façon. Mais toujours est-il que ça reste quelque chose qui est extrêmement pertinent parce qu'on peut atteindre beaucoup de personnes très rapidement. Donc, nous, maintenant, à la Ville de Longueuil, on essaie de le faire de plus en plus en lien avec le département des communications. Lorsqu'on a des affichages à faire, on passe par l'équipe des communications qui va faire des publications sur la page Facebook, mais également sur la page LinkedIn de la Ville. Bien, pour vous traduire l'importance que ça a, nous, on a une personne dédiée à 100% de son temps à l'innovation et au marketing et qui doit mieux installer le cadre de référence du réseau de transport de Longueuil sur ce type de médias-là. Donc, c'est un incontournable pour nous, c'est automatique. Dès qu'on a une opportunité d'emploi, ça sera diffusé instantanément sur ce type de plateforme-là. On va se tourner du côté de Stéphanie qui avait une question sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à poser vos questions, donc on vous invite à continuer.
Alors, on a reçu plusieurs commentaires, dont Geneviève qui nous dit très intéressant. Sylvie qui dit aussi c'est très aidant pour elle, donc elle vous remercie. On a une question par rapport plus aux outils de recherche d'emploi plutôt que sur les médias sociaux. Alors, il y avait Martha Rosa qui se demandait est-ce que les photos sur les CV, ça aide ou ça nuit? Est-ce que c'est apprécié ou non? Si je peux me permettre, première des choses, on ne devrait jamais discriminer quelqu'un parce qu'on voit sa photo sur un CV. Donc ça, c'est première des choses. Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça nuit? C'est vraiment selon la perspective du recruteur, j'imagine. Mais je pense que c'est une pratique initialement qui est très européenne de faire ça. Mais ici, de toute façon, si jamais vous êtes quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux, comme on le mentionnait, il y a une photo qui va être directement sur votre profil LinkedIn. Donc, la personne qui vous recrute pourra peut-être le voir éventuellement si le CV correspond aux critères de recherche de base. Parce que faut pas se leurrer, c'est vraiment ça qu'on va rechercher d'abord et avant tout. C'est pas parce que la personne paraît bien que nécessairement on va aller directement vers ce profil-là. Je suis d'accord, en fait. Je pense que c'est au choix de la personne. Est-ce que ça donne quelque chose de plus? Est-ce que ça enlève quelque chose? Je pense pas, parce qu'effectivement, on ne discrimine pas sur une photo. Par contre, LinkedIn, tant qu'à moi, est beaucoup plus utile pour mettre une photo et peut-être mettre le lien de son profil LinkedIn sur son CV. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Je pense que de cette façon-là, ben, c'est peut-être la meilleure façon de procéder, mais c'est vraiment au goût de la personne. Merci. On va poser une petite question aussi. Maintenant, on voit de plus en plus dans certains domaines des personnes qui vont créer des sites Internet personnalisés, maximebro.com, ou dans lequel ça devient davantage un portfolio personnalisé des réalisations de la personne. Comment vous percevez ça et quelle place vous pensez que ça va prendre dans l'avenir? Moi, je vais vous dire, au niveau du RTL, on a 1100 employés, vous l'avez dit, 110 titres d'emploi différents, énormément de candidatures qui sont déposées pour tous nos postes à combler. Plus on a de manipulation à faire pour consulter, plus ça l'amène de difficultés à traiter beaucoup de candidatures. Moi, j'aurais tendance à dire de rester dans la simplicité. Encore une fois, si on a des gens qu'on recherche en marketing, en communication, au niveau de l'infographie, ça s'adapterait peut-être au type de poste qu'on aurait à combler. Mais moi, plus j'ai de manipulation à faire pour aller consulter différents documents dans différentes interfaces, à un moment donné, je vais m'y perdre, je vais me tanner, puis je vais passer au prochain appel tout simplement. C'est ce que j'aurais tendance à dire à ce niveau-là. La simplicité est toujours un peu plus payante que de devoir naviguer à travers différentes plateformes. De plus, il faut rester vigilant. Des fois, les gens vont venir injecter des sites Internet dans des navigateurs auxquels on n'a pas... c'est difficile d'avoir accès. Donc, ça peut venir tout simplement bloquer la consultation qu'on voudrait en faire. Donc, moi, c'est mon commentaire à ce niveau-là. Au même titre, des fois, on reçoit des candidatures où est-ce qu'on va utiliser des plateformes info-nuagées. Donc, je pense entre autres à OneDrive. Et OneDrive, il y a une durée de temps où est-ce que les CV sont accessibles. Et ça, c'est frustrant parce qu'on pense qu'on a une bonne candidature, puis le CV ne peut déjà plus être accessible justement parce qu'il y a une date d'expiration sur le CV. C'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus frustrant. Pour en revenir à la question de base, oui, il y a des outils maintenant qui existent, puis je pense entre autres aux entreprises dans le domaine technologique, que ce soit les jeux vidéo, de la programmation, des choses comme ça. Oui, c'est de plus en plus populaire. Les gens vont se faire un portfolio un peu comme un LinkedIn, mais pour un domaine spécialisé. Je pense pas que ça vaille la peine. Je dirais pas que monsieur, madame, tout le monde fasse ça, mais moi, par exemple, comme conseiller ressources humaines, si je tombais sur le marché de l'emploi, je passerais par des moyens beaucoup plus standards que de commencer à me créer une page web parce que justement, je vais attirer l'attention pour les bonnes raisons. On en parlait dans le premier panel tout à l'heure. C'est important d'attirer l'attention, mais pour les bonnes raisons. On aurait maintenant du temps pour une question du public. Oui, vous inviterai à vous rendre au micro, s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom est Jérôme Couture. Si vous googlez mon nom, ça ne sera pas ma face que vous allez voir depuis que faites la voix. J'ai une question. J'ai eu beaucoup d'amis Facebook à cause de lui. Mais moi, je chante pas. J'ai une question qui est peut-être pas pertinente avec le panel, mais qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Madame la présidente disait qu'il y a beaucoup de postes à combler. Puis ici, dans l'organisme, ils ont beaucoup de gens qui sont à la recherche. Je me demandais, vu que vous êtes impliqué directement avec l'employeur, jusqu'à quel point le désir de votre employeur est manifesté
dans le sens qu'on est prêt à engager quelqu'un qui n'a pas tout à fait les compétences, mais qu'on est prêt à investir dans de la formation pour l'amener à combler ce que vous avez besoin en termes d'emploi ou d'activité? C'est intéressant ce que vous dites. Par contre, la question n'est pas applicable, j'ai l'impression, à tout type d'organisation. Je vais cibler la réponse vers mon type d'entreprise où on a une organisation parapublique, une organisation fortement syndiquée avec des critères d'emploi qui sont déjà déterminés. C'est difficile d'aller au-delà de ces exigences d'emploi-là, tout simplement parce qu'on doit s'assurer de traiter les dossiers équitablement à l'interne et à l'externe. Donc, on a un profil X à combler, puis on doit naviguer dans ces critères-là. Effectivement, peut-être un jour, on devra se poser la question comment qu'on planifie la relève. J'aurais tendance à dire qu'à ce niveau-là, on pourra peut-être planifier de la relève avec nos employés de l'interne, donc d'offrir de la formation spécialisée continue avec des gens où on aura déterminé un potentiel. Mais de rentrer automatiquement des gens de l'externe, de les injecter dans notre organisation sans avoir toutes les compétences, c'est plus difficile dans notre type d'organisation parce qu'on a vraiment des balises puis des paramètres qui sont déjà déterminés à l'avance. Pour ma part, en fait, pour notre part, je parle au nom de Groupe Robert, c'est sûr que ça fait un petit bout déjà qu'on le sait qu'il faut s'adapter à cette réalité-là. Il va falloir s'adapter à la vitesse grand V, je crois, parce que ça arrive très rapidement, cette pénurie-là, que ce soit au niveau des chauffeurs, dans notre cas, au niveau des mécaniciens et à plein d'autres niveaux, même, je le dirais. C'est sûr qu'on s'adapte. On s'est adapté quand même beaucoup. Il y a certains critères au niveau de l'expérience qui ont baissé, mais quand on baisse nos critères, ça implique qu'il faut qu'on ait plus de gens au niveau de la formation. Ça demande plus de processus, ça demande beaucoup de rigueur. Donc, ça demande aussi d'évaluer le risque, ce risque-là. On le fait plus. On a vraiment diminué, comme je disais, nos critères d'embauche. Par exemple, pour les chauffeurs, on travaille tout plein de programmes avec des partenaires, en fait, pour pouvoir former des gens qui n'ont pas du tout d'expérience ou peu d'expérience. On a même des programmes de formation à l'interne qu'on aimerait aussi pouvoir en former plus. Mais pour le moment, ce qui arrive, c'est que des fois, on n'a pas les ressources nécessaires pour former les gens. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de penser à tout ça pour le futur. Puis c'est un sujet très chaud dans l'organisation. Je pense au niveau de toutes les industries aussi actuellement. En fait, j'ouvre une parenthèse. J'assistais au congrès de l'Ordre des CRHA, donc des conseillers ressources humaines agréés, au mois de septembre. Puis, dans les perspectives d'avenir, on parlait justement d'une perspective 2019. Je crois que Caroline mentionnait tout à l'heure qu'on va être vraiment en grande recherche. Mais dans les 30 prochaines années, il y a environ 60% des emplois qui seront disponibles à ce moment-là qui n'existent pas encore. Donc, les milieux de travail sont en constante évolution. Et moi, s'il y a une tendance là-dedans que je dois retenir pour les chercheurs d'emploi, ça doit être de s'adapter à ces changements-là. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché de la part des employeurs parce que, justement, il y a tellement de changements technologiques, on a de la misère à suivre le rythme que la technologie nous impose année après année. Donc, je dirais que si j'avais un mot à dire, dans le fond, de développer ces compétences au sein des chercheurs d'emploi de la région, c'est vraiment de s'adapter aux changements qui vont survenir dans les années à venir. J'ajouterais que ce n'est pas un manque de volonté de la part des employeurs, c'est souvent une capacité organisationnelle qui ne permet pas d'aller dans ce sens-là en tout temps parce qu'on doit poursuivre nos opérations, on doit rendre un service. Donc, des fois, c'est vraiment notre capacité organisationnelle. On est déjà au maximum de ce qu'on peut absorber. Donc, je pense juste que ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste difficile à accomplir au quotidien. Okay. Merci. Nous aurions le temps pour une dernière question rapide, soit sur les médias sociaux ou par le public. On n'a pas. Je poserais peut-être une petite question qu'on n'avait pas eu la chance de poser là, au premier panel qui concernait l'entrevue d'embauche. On a souvent des candidats qui sont plus introvertis, plus timides, pour qui c'est plus difficile en entrevue de se démarquer. Comment vous pensez qu'ils pourraient arriver à se démarquer en entrevue? Bien, moi, je pense que c'est pas une question de personnalité, le fait de se démarquer en entrevue personnellement, parce que chacun réussit à y trouver son compte. Nous, au niveau du RTL, on pose des questions de type comportemental qui permet d'évaluer des compétences puis des habiletés recherchées par rapport à un poste qui est convoité par l'individu puis le poste pour lequel on est en processus. Je pense pas que quelqu'un d'introverti va avoir plus de difficultés à se démarquer que quelqu'un qui est beaucoup plus extraverti. Moi, je veux quelqu'un en entrevue qui
qui va être respectueux, qui va être capable de bien se présenter tout simplement, qui va démontrer un intérêt pour mon poste, qu'il connaît mon poste, qui a une affinité aussi avec ce besoin-là au niveau de notre entreprise. Donc, à travers les questions qu'on pose, nous, on ne coince jamais les gens dans des situations qui ne connaissent pas les réalités. Et je pense que tout type d'individu peut y trouver son compte dans ce type d'entrevue-là. Soyez vous-même, soyez confiant de qui vous êtes aussi, de ce que vous dégagez, puis je pense que la clé réside là. Je suis tout à fait d'accord, en fait, avec Mélissa par rapport à cette question-là. Puis, tu sais, ce qui est vraiment important en entrevue, c'est d'être soi-même. Puis, je vais renchérir là-dessus. Puis, tantôt, on parlait de l'exactitude des renseignements. Bien, c'est important que sur votre CV, que ce soit écrit les bonnes choses parce que vous allez être capable d'en parler en entrevue. Puis, si ça ne concorde pas, des fois, on peut se mêler. Donc, c'est toujours un risque à ne pas prendre. Donc, c'est vraiment d'être soi-même, puis de répondre aux questions honnêtement. Il n'y a pas... On rencontre personne dans le but de les coincer c'est vraiment pour apprendre à connaître la personne, voir si les compétences répondent au poste et la motivation de la personne. Je pense que ça parle beaucoup aussi. Puis d'entrée de jeu en entrevue, c'est ce qu'on va mesurer. Donc, la motivation puis le temps que la personne a pris pour aller peut-être consulter le site web, avoir des petits détails sur l'entreprise, c'est toujours un plus, évidemment. Je pense qu'à la base, c'est toute une question de confiance en soi aussi. Il y a des organismes qui existent. Il y a plusieurs représentants dans la salle aujourd'hui, justement, qui viennent en aide aux chercheurs d'emploi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces médiums-là si jamais vous croyez que vous avez de la difficulté à trouver ou à avoir la recette gagnante en entrevue. Mais normalement, vous avez déjà les outils en main. Vous avez une description de tâches, vous avez des sites Internet. Utilisez ça à votre avantage. Allez voir c'est quoi la mission, vision, valeur des entreprises. Sur l'affichage, il va y avoir également des points si on recherche, par exemple, quelqu'un qui fait preuve de leadership. Bien, ayez en tête dans votre carrière où vous avez fait preuve de leadership. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous allez avoir une valeur ajoutée en entrevue. Vous allez arriver préparé pour chaque mot-clé, arriver avec un exemple concret. Puis s'il ne vous pose pas la question, c'est pas grave. Il y a un autre employeur à un moment donné qui va finir par vous poser des questions. Donc, c'est important de bien se connaître et d'avoir confiance en soi lorsqu'on se présente en entrevue, qu'on soit extraverti ou introverti. Je pense qu'il y a toujours une bonne façon de se préparer. Puis, ça part toujours de la confiance qu'on a en soi. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant conclure ce deuxième panel. J'aimerais remercier nos trois panélistes. Mélissa Desroches du réseau de transport de Longueuil, Roxane Bernier du groupe Robert et Pierre-André Brault de la ville de Longueuil. Merci beaucoup.